Bonjour à tous, Christian Lamotte, chroniqueur de l'Underground. Cette semaine, on est avec Hopeless Nation qui vont nous parler de leurs différentes vidéos, sorties d'albums possibles. Et on va parler du band, un band qui vient de la Mauricie. Et on commence avec une formation jazz bien connue, donc le trio Néligan. On se parle jazz, jazz, jazz. Et on se parle bien sûr du volume 1. L'album qui vient de sortir. Alors, bienvenue à la capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. Alors, en ce beau dimanche au Zénob, on finit la saison de la capsule Underground et on est avec un trio de jazz, le trio Néligan. Donc, on parle de Martin Bournival, on parle de Éric Charland et à mes côtés, Sébastien Salichelti. Ça va bien les boys? Ah, très bien, merci. Oui, donc écoutez, lancement d'album aujourd'hui dans le monde du jazz. J'en ai des questions, on n'a pas tant de temps, mais je veux passer quand même au travers. Vous allez m'éduquer. Je suis pas quelqu'un qui est complètement à côté. Je suis fan de jazz, mais j'en connais pas tant que ça dans des choses bien précises. Donc, en ce qui concerne le jazz, vous vous cernez où exactement dans le monde du jazz? Parce que le jazz fusion, le jazz blues, moi, il y a juste des mots comme printemps ensoleillé, Méditerranée. C'est de ça que je vois quand je parle justement du trio Néligan quand j'en écoute. Donc, où est-ce que vous vous cernez? Où est-ce qu'on se situe? Je dirais qu'on est dans le classique jazz. On touche, on a de l'influence un peu blues, swing, un peu brésilienne des fois, bossa nova. Mais tu sais, en général, c'est assez classique jazz. Là. On n'est pas dans le jazz fusion ou free jazz. C'est vraiment assez classique. Là. On n'est pas dans... C'est pas expérimental tant que ça. Là. C'est assez classique. On a vu d'autres choses à... Dans la tradition du jazz américain, qu'on pourrait dire. Là. OK. Un peu inspiré du blues aussi. Là. Donc, en ce qui concerne Néligan, le terme Néligan, bon, si on parle du poète, est-ce que vous avez choisi ça pour le côté poésie, le côté peut-être un petit peu folie ou le génie? Il y a une anecdote reliée au nom du groupe. Oui. En fait, au début, le trio Néligan, on faisait de la musique d'ambiance. On faisait pas des spectacles de création. Mm-hmm. Puis, je cherchais un nom. Je me rappelle, avec ma copine de l'époque, j'avais fait un brainstorm avec une feuille remplie de plein de noms, de possibilités. Puis là, il n'y avait rien qui cliquait vraiment. Puis le soir, j'ai ouvert la télévision, puis il y avait un film sur la vie d'Émile Néligan, avec, je pense, c'est David Lahaye qui joue le rôle titre. Puis là, tout de suite, je me suis dit, trio Néligan, ça fonctionne. Fait que ça vient de là. Mais c'est vrai que ça fait une belle association avec le jazz. Exact, parce que, tu sais, dans le jazz, on est un peu frivole dans sa douceur aussi. Je pense que Néligan, dans sa poésie, reflète bien justement ce que vous faites musicalement, sans mots en fait, parce que c'est de l'instrumental qu'on parle là, présentement. En ce qui concerne l'écriture, est-ce que la technique amène l'émotion ou c'est l'émotion qui amène la technique? Ben ça, je pourrais pas dire si c'est lequel qui vient en premier. Là. Moi, je te dirais pour l'écriture, dans mon cas, en tout cas pour les pièces que j'ai composées sur l'album, souvent ça vient de... Tu sais, je m'installe avec ma guitare, puis je pratique un peu, puis là, tout d'un coup, il va y avoir une idée qui surgit. Puis là, après ça, je l'amène au gars, on jamme là-dessus, puis à un moment donné, ça devient une tourne. Chacun apporte son apport, là.
Fait que je pourrais pas dire. J'imagine que ça va être un peu comment je me sens la journée où l'idée surgit. Là. Donc, un mélange de technique, puis d'émotion, puis de pratique de l'instrument, finalement. Et dans toute cette carrière de jazzman, vous avez rencontré plein de gens, vous avez fait plein de collaborations, Fabiola Toupin et autres, au niveau du chant, autant autres instrumentalistes. Donc, quelles ont été vos plus belles rencontres? Ben, moi, j'aurais de la misère à en nommer un plus qu'un autre, là, mais on dirait que la plus belle, c'est toujours la plus récente. Le dernier qu'on a fait, c'était avec Élie Bouchard, un chanteur. Puis c'était vraiment agréable. Donc, j'en ai encore des bons souvenirs. Là, mais pas mal tous nos invités ont été très... ça a été des belles expériences. Là. Je sais pas pour les gars ce qu'ils en pensent. D'ailleurs, on a un photographe qui nous suit presque à chaque spectacle qu'on a fait ici au Zenob, qui s'appelle Dominique Bérubé. Puis on a réalisé une exposition en lien avec le lancement où est-ce qu'il y a une espèce de rétrospective de tous les invités qu'on a eus. Mais c'est vrai que c'est dur d'en choisir un. C'est que chaque invité est différent, puis ça apporte une couleur, puis un style différent avec des pièces différentes. C'est dur de choisir. Toi, Eric, t'en as-tu un? Pareil pour moi, je pourrais pas nommer quelqu'un, là, de peur de blesser d'autres mondes. Je sais pas, je ne saurais pas pantoute qui nommer. Ça dépend, il y a tout le temps des instruments qu'on préfère. Moi, j'aime bien les trompettistes, fait que j'aime ça jouer avec des trompettistes, des claviéristes aussi. Fait que Martin, souvent, il est au piano avec d'autres invités, puis quand il y a un pianiste qui vient, Martin prend la guitare, fait que j'aime... Mais tu sais, j'ai pas de nom, il y a eu trop, je sais pas comment d'invités qu'on peut avoir depuis le début, là, sûrement une trentaine, quarantaine d'artistes d'un peu partout au Québec là, qui viennent pour le plaisir du jazz. Là. C'est vraiment le fun. C'est peut-être ça le beau problème du jazz. Hein? On aime inviter, on voit les session jam qui se fait. Puis il y a tellement d'instruments qui peuvent se coller. On ne retrouve pas tant ça dans d'autres styles de musique. Tu sais, je verrais mal Iron Maiden arriver avec un trompettiste ou quoi que ce soit. Le jazz, c'est vraiment accueillant. Exactement. Puis, en revenant justement à ce lancement d'album, aujourd'hui, le volume 1, est-ce que c'était tout un casse-tête de choisir quel instrument va faire partie de cet album-là? Ben, pas nécessairement, parce qu'on est juste un trio, puis c'est juste nous trois sur l'album. C'est pas comme la série jazz qu'on invite un invité à chaque fois. Là. C'est vraiment juste batterie, guitare, basse, c'est tout. Là. Fait que ça a pas été... C'est juste Martin, il fallait qu'il se pose la question, je veux-tu faire du piano ou pas de piano? Fait qu'il a décidé de faire tout ça à la guitare. Puis après ça, ben, pour le choix des tunes, ben, les gars sont arrivés avec des compos, puis on a arrangé ça ensemble. Mais... ça n'a pas été compliqué parce que c'est vraiment juste un trio. On n'avait pas en tête d'avoir des invités pour l'album nécessairement. En tout cas, pas pour le volume 1. Puis pour le processus créatif, c'est qu'on a gagné le prix Louis-Philippe Poisson des Grands Prix culturels en 2024. Oui. Puis avec ça, il venait une bourse. Puis on s'est réunis après, puis on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Puis Martin a suggéré qu'on se paye des répétitions. Pour justement, je pense qu'au début, l'idée c'était de créer un spectacle ou un album, je sais plus trop. Mais finalement, les répétitions ont débouché sur un projet d'album. Là. À force de répéter comme ça, de se payer des répétitions, là, on amenait du matériel original, Martin et moi, puis c'est tout ça comme cheminé jusqu'à un projet d'album, puis ça sort aujourd'hui. Parfait. Et moi, je vais l'entendre ce soir justement au Zenob. Mais pour quelqu'un qui achète l'album, il s'assoit, à quoi il doit s'attendre? Bonne chance, Martin. Écoute, ben, c'est ça, du matériel original, là, des compositions, puis une composition de Michel Donato, qui a peut-être déjà été enregistrée, je sais pas. Là. Mais c'est ça. Sinon, on est pas mal dans la tradition du jazz américain, des blues, un rhythm change. Des fois, c'est des formes jazz un peu traditionnelles, mais qu'on a modifié un petit peu, là, puis avec de l'improvisation. C'est pas mal ça. Si je vous parlais d'une émotion, dans le sens d'un moment de bien vivre, qu'on est bien dans sa peau, est-ce que ça pourrait refléter un peu l'album si on mettait ça en émotion?
Je dirais que c'est de la musique. C'est plus de la musique pour se faire sentir bien que plutôt que pour. Ouais, c'est ça. Je pense que, tu sais, à la limite, quelqu'un pourrait mettre ça en se faisant une fondue, là, tu sais, ou mettre ça dans son auto, là, puis passer un bon moment. Hein. Ouais, ça s'écoute dans toutes les situations. Je pense que, d'ailleurs, je l'ai écouté plusieurs fois, puis je l'ai écouté en étant attentif, puis je l'ai écouté en faisant d'autres choses, puis je pense que c'est un espèce de bon mix entre les deux. Là. Si quelqu'un veut chercher de la matière, puis réfléchir à ce qui est enregistré, il y a quelque chose. Mm-hmm. Puis si quelqu'un veut juste l'écouter pour relaxer, il y a aussi quelque chose là. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve du style que vous faites, c'est que ça amène des couleurs du printemps et de la saveur, de la senteur. Il y a un bien-être, justement, pour nous alléger de cet hiver qui vient juste de terminer. Ça fait du bien de vous entendre et on va avoir une belle session tout à l'heure ensemble. Ça va être super. Et peut-être en finissant, je sais qu'il y a pas un jam session, mais une série de jazz que vous faites au Zénob. J'aimerais ça que vous pouviez nous mettre peut-être en éclat, justement, cette session-là. Tu réponds? OK. En fait, c'est ça. En fait, au Zénob, tous les dimanches, je pense que pas mal tous les dimanches, il y a du jazz. Puis nous autres, une fois par mois, on fait la série jazz, où est-ce que c'est le trio Néligan. Puis on a un invité. Fait que Sébastien, il trouve tout le temps lui, pas mal le maestro du band. Il trouve un invité. Puis pas mal une fois par mois. Des fois, on saute des mois, mais en général, c'est une fois par mois. Fait que le mois prochain, je pense que c'est pas Trio Néligan, mais c'est hommage à Chet Baker. Fait que ça va être un trio, mais c'est avec Frank Boutin. Puis il va y avoir Francis Périni qui va chanter des chansons aussi. Fait que c'est comme un quintet. Hommage à Chet Baker. Après ça, je pense que ça va juillet, puis jusqu'en décembre, là, on a des shows là, à chaque mois, les dimanches, 5 à 7, au Zénob. Y a-t-il d'autres choses à rajouter là-dessus? Ouais. C'est un rendez-vous, en tout cas. Oui, c'est un rendez-vous. Puis on a aussi un spectacle au Festivois qui arrive le 2 juillet. Puis là, on va faire un hommage à Miles Davis. Donc, il y a pas mal de dates qui s'en viennent. Si vous voulez nous suivre, le meilleur moyen, c'est de vous abonner à notre page Facebook Trio Néligan. Je pense que je vais me laisser tenter parce que je suis un fan de Miles Davis. Donc, Sébastien, Martin, Éric, merci pour l'entrevue. On s'en va écouter ça, puis on va avoir du fun ce soir. J'ai vraiment hâte de vous voir jouer. Merci. Merci à toi. Ça fait plaisir. Nous voici dans mon antre et je suis en compagnie de deux membres d'Hopeless Nation, Louis-Simon Belrose et Steve Decottret. On prend le micro, les boys, sans reverser vos contenus. Écoutez, les boys, un groupe de hardcore mais qui brasse. Mais moi, ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai fait des recherches sur vous autres, c'est la date 1998. J'ai dû dormir au gaz pendant tout ce temps-là, mais ça veut dire j'ai vraiment envie d'entendre parler justement d'où est-ce que ça vient justement au PlayStation, parce que moi, ça fait à peu près 3 ans que je suis cette formation-là. Depuis notre retour, hein? Oui, parce que oui, on va parler de retour, effectivement. Fait que j'aimerais ça savoir, là, tu sais, 1998, on part de là. Qu'est-ce qu'au PlayStation à cette époque-là et jusqu'à aujourd'hui, peut-être? Ben, c'est ça, comme tu dis, ça a commencé en 98, ce qui nous rajeunit pas. Mais c'est ça, dans le fond, le groupe a été actif en gros là, de 98 à 2014. 2014, c'est pas mal là que ça s'est éteint, puis on a donné notre dernier show. Mais, puis c'est ça, c'est sûr qu'au travers de ces années-là, le style a changé énormément. Il y a eu beaucoup de va-et-vient au sein des membres du groupe. Dans le fond, de 98 à 2002, ça a été comme la première incarnation du band.
À l'époque, il y avait moi à la guitare, Frédéric Marchand au vocal, il y avait Maxime Dupont à la guitare et Maxime Clermont à la basse. Et il y avait Pascal Lepage au drum, que je salue, by the way, si jamais il voit ça. Puis c'est ça. Ça, c'est la première réincarnation du band. Puis à l'époque, tu sais, c'est ça. Comme je te dis, sur papier, on avait commencé, on voulait être un band de punk rock. Mais tu sais, en même temps, avec les influences, tu sais, à l'époque, on suivait pas mal tout ce qui était nouveau là, dans l'underground. Là, tu sais. On avait commencé comme un band de punk rock, mais tu sais, déjà à la fin de 98, le hardcore commençait à être de plus en plus fort. Puis à l'époque aussi, notre chanteur Frédéric Marchand était bien gros. Il était bien gros à l'avance là-dessus sur nous autres. Là. Lui, il était déjà au courant de cette scène-là, puis il nous faisait découvrir plein de bands, puis veut pas, ça a influencé énormément le son du groupe. Puis ensuite, en 2004, on a sorti cette EP-là, ici, Our Mistake. Puis là, on avait changé de drummer. C'était toujours la même gang, mais là, on était rendu avec un gars qui s'appelait Jean-François Desfossés, que je salue. Puis, après ça, on a changé de bassiste, puis Enter Steve Descotteret en 2007, au drum. Ouais, moi j'ai remplacé à GF. Puis c'est dans le fond le bassiste. Le bassiste qui a remplacé Max Clermont, dans le fond. Que j'ai rencontré. Christophe Joseph. Ouais, Christophe Joseph. Dans le fond, on était tous les deux des personnes de la Rive-Sud. Puis j'étais supposé de rentrer d'un band. Moi, je me cherchais un band au drum. Mais là, les gars, dans le band dans lequel je voulais rentrer, ils m'ont demandé finalement, hey, on aimerait mieux que tu fasses du vocal. Puis j'avais déjà une formation au vocal. Puis finalement, Christophe a entendu parler de tout ça, que je n'avais pas rentré dans le band de ses chums, puis que je cherchais activement un band au drum. Puis là, moi, je le rencontre, puis il me dit « Ouais, j'ai entendu parler que tu cherchais ça. » Puis, parle pas Georges de même, là, j'ai eu la démo, parce que par après, en 2000 quoi, le petit démo... Ouais, mais c'était en 2007, ça aussi. Ouais, il avait comme tapé 2 tonnes avec Francis Perron des studios Radicar. Ouais, puis moi, à cette époque-là, j'avais sorti aucun album encore. Puis je me rappelle avoir écouté ça, puis faire comme, oh là, OK, c'est des vrais, des professionnels, c'était une belle production, tu sais. Fait que j'avais 2 tonnes à apprendre, j'ai appris ça. J'ai rencontré Louis. Je me rappelle qu'à la dernière pratique à la première pratique que j'ai faite, on s'est retrouvés en dehors du local à la fin de la pratique. Tous les membres étaient partis. Mais Louis, il attendait avec moi. Là, j'avais un lift qui venait me chercher. Puis lui, il était avec moi dans les marches. Puis je le sentais que lui, il aurait du gaz pour un bout. Regardez aujourd'hui, qui c'est qui est assis à la table? Et voilà. Une chose qui est toujours vraiment intéressante, c'est d'avoir un frontman extraordinaire. Et si on peut parler de frontman extraordinaire, moi, celui que j'appelle le Mick Jagger du hardcore, donc Frédéric Marchand. Donc, je serais content d'entendre ça. Où est-ce que vous avez retrouvé ce spécimen de stage? Ben, justement, là, je remonte encore là, au début du band en 98. Avec mes chums, on a commencé à recruter du monde pour faire le band. Il y a un de mes chums, Maxime Dupont, dans le fond, qui jouait de la guitare avec moi au début au Place Nation. Lui, il avait une chum de fille qui s'appelait Julie Malo. Puis nous autres, on allait tous à Chevigny, puis elle nous disait, elle dit, moi, je connais un gars, il va à l'école à De La Salle, là, au DLS. Puis elle dit, il ferait la job en maudit. Elle dit, il est tout le temps dans les shows en avant, en train de chanter, puis tout ça. Puis, fait que c'est ça, on l'a essayé, il est venu chez nous. Puis, ça n'a pas été une grosse audition, mais assez pour qu'on se rende compte qu'on s'entendait super bien. Il écrivait des paroles, Fred, c'est un super parolier, là, depuis le début. Puis oui, depuis le début, là, c'est quelqu'un qui s'est tout le temps bien démené sur la scène, puis ça a tout le temps été. Puis d'ailleurs, lui puis moi, on est dans le band depuis le début. Là, on est les 2 membres fondateurs qui n'ont jamais quitté le band. Là, à partir de là, on repart la machine, on commence à écrire des chansons, on enregistre. Il y a des vidéos aussi qui commencent à être produites. Et là, justement, je vais vous amener sur un sujet un peu chaud. Et ce ne sera pas angine de poitrine. On va parler du EI. Donc, le premier vidéo que vous avez fait, qui est très
Cosmos 1999, si on peut dire ça. Là. Odyssée de l'espace. Odyssée de l'espace, exactement. Mad Max un peu aussi. Totalement AI. Deuxième vidéo, dans le fond, c'était... le premier, c'est Silver Spoon. Le deuxième, Disaster. Celui-là est moitié-moitié. Ouais. On sait que le milieu de l'underground, encore plus que le pop, quoi que ce soit, ça graphine quand on utilise le AI. J'aimerais ça vous entendre parler, pas faire nécessairement vous obliger à faire un discours pro-AI, là, mais juste peut-être parler justement de qu'est-ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je suis comme mitigé. Là. C'est sûr, comme tout le monde, comme tous les musiciens, des fois, je le vois un peu comme une menace, là, tu sais. Mais comme dans le cas de nous autres, avec les clips, tu sais, comme Silver Spoon, là, tu sais, Fred est arrivé avec le concept, puis tu sais, veux pas, on n'aurait pas pu faire ça. Si ça n'aurait pas été de l'AI, là, on n'aurait pas pu se payer un genre de... Tu sais, les idées qu'on avait, là, on n'aurait pas pu mettre ça sur... ça aurait été impossible à faire. Fait que, tu sais, moi, je trouve pour l'AI, pour les clips en particulier, je veux pas dire que c'est moins pire, mais je veux dire, pour un band comme nous autres, c'est quand même... C'est comprenable, tu sais, je veux dire. Ça permet de faire des affaires que, justement, on pourrait pas se payer, là. Mais par contre, pour répondre à ta question, pour moi, personnellement, jamais je vais... Jamais je ferais affaire avec ça pour composer de la musique, par contre. Là. D'accord. Ça, c'est de quoi, par exemple, tu sais, moi et Steve, là, on peut jammer, tu sais, on a une chimie entre les deux, là, on pourrait jammer pendant des heures de temps, puis il va y avoir des idées qui vont sortir, je te dis pas que ça va être les meilleures idées au monde, là, mais c'est sûr que, tu sais, en tout cas, moi, de me dire, j'ai pas vraiment besoin d'une machine pour me donner des idées, là, en tout cas, personnellement, là. Mais par contre, pour les besoins d'un clip, j'avoue que c'était intéressant, mais tu sais, ça veut pas dire que pour autant que j'en ferais 10 autres de même, là. Tu sais, je trouve ça cool ce qu'on a fait là, mais comme le prochain qu'on va sortir pour la tune Mikers, là, qui devrait sortir dans début du mois de mai à peu près, lui, vous allez voir, là, lui, par exemple, c'est vraiment old school, là. C'est comme il y a zéro AI dans celle-là, là. C'est vraiment là, un bon vieux clip à l'ancienne, là. C'est triste de parler de ça pareil, tu sais. C'est comme, même moi, tu sais, on en a fait, là. Puis, tu sais, que le deuxième, tu disais Disaster, tu sais, que c'est splitté en deux. Mais tu sais, à un moment donné, ça devient bluffant. Tu sais, là, de dire comme Chris, c'est moi, mais c'est pas moi, là. Mais vu qu'on m'a vu tout à l'heure, commence à se demander, tu sais. Puis là, tu te poses des questions, là. On est au début de ce taille-là, là. Tout à l'heure, ça va être, tu sais, ça va être quoi tout à l'heure? Tu sauras plus, tu sais, parce que c'est comme il y a du monde qui produisent des vidéos et tout, là, tu sais. C'est ça qui était comme un peu crissant dans l'histoire de savoir, tu sais, là, tu te dis, ça va peut-être être mal accueilli parce que là, il y en a qui, tu sais, il y a des jobs qui se sont perdus parce qu'on a fait affaire à ça, là, tu sais, les AI, là. Sauf qu'en même temps, ben, avec le salaire qu'on gagne à faire ce type de musique-là ici, ben, elle n'avait pas l'argent pour payer des astronautes puis ça a créé le feu dans une bâtisse. Et si je vous parlais justement de cet album-là que vous allez lancer, est-ce qu'il y aurait, on peut même rêver, écoutez, sans problème, si on vous place avec 2 autres bands, pour faire une tournée avec l'album qui est là, rêvez, dites ce que vous en voulez, ce serait quoi les 2 autres bands qui pourraient vous accompagner dans un monde idéal? Bon, moi, je dirais que, en tout cas, ça marcherait bien si on jouerait comme Bad Kid puis Race Fist. Écoute, il y a plein de noms qui se bousculent dans ma tête, là, je sais pas, tu sais, il y en a plein, là. Il y en a tellement que j'ai de la misère à en dire. On fera un festival. Ouais. Mais j'aimerais bien ça qu'on se ramasse vraiment dans un créneau hardcore. Tu sais, je pense que ça m'est jamais arrivé. Tu sais, là, on le sent des fois, on est plus dans un show qui est plus punk rock, un show qui est plus metal. Mais tu sais, d'aller jouer là, dans le festival hardcore, que c'est rien que ça, ça m'est pas arrivé encore. Puis j'aimerais ça qu'on rien que voir la réalité. Parce que ça tu sais, comme tu disais, en fin de semaine, on jouait. C'était dans un show. Premièrement, c'était un party de fête. Mais tu sais, l'énergie que tu nous parlais au début de l'entrevue qu'on avait, ben ça, c'est une énergie qui pousse à célébrer puis à faire le party, tu sais. Exact. Puis j'aimerais bien ça qu'on se ramasse dans ce crowd-là, dans ce type de crowd-là, tu sais. J'ai rien à dire contre...
le métal ou quoi que ce soit, mais pour le monde qui suit ça un peu, vous savez qu'une crowd de black metal, c'est moins actif un peu dans le trash qu'une crowd de hardcore. Fait que j'aimerais bien ça demander de tomber dans cette... Moi, pour répondre à ta question, je dirais pas non à tourner avec Propagandhi. OK. J'aimerais bien ça. Parfait. Ben, je vous le souhaite. D'une manière ou d'une autre, on va vous voir. Puis on se donne quand même pour 2026, sortie d'album? Ben, c'est parce que là, c'est ça l'affaire. Là, les tunes qu'on sort en single en ce moment, ça fait longtemps que ça a été tapé. Ça, c'est du matériel qui a été tapé puis composé entre 2011, je te dirais, de 2011 à 2014. Cependant, en ce moment, on a déjà un paquet de matériel déjà décrit avec le nouveau line-up. Mm-hmm. Fait que si on est... Là, je pense qu'en date, on a 6 ou 8, en tout cas, de tunes en chantier. Fait que notre but, ça serait d'être capable, là, cet été, là, on va avoir quelques spectacles, mais pas beaucoup, parce que justement, on veut se donner la chance là, de finir de composer ça puis de taper ça. Dans le meilleur des mondes, là, si on est prêt, on aimerait ça de taper déjà ce nouveau matériel-là cet été pour être capable de sortir ça durant l'hiver. Mais c'est ça. Ça, c'est notre planning. Là. Je te dirais que dans le PDK, ça va aller à 2027. Mais c'est ça. Pour ce qui est de la direction artistique de la patente, je pense qu'on... Tu sais, là, on compose ces temps-ci. Puis tout à l'heure, tu parlais des AI. Puis tu sais, ça, je trouve ça le fun parce que ça faisait longtemps que c'était arrivé. Parce que même en 2000, tu sais, les tunes qu'on sort là, il y a beaucoup de stocks qui étaient composés comme les gars jouaient de la guitare, puis il y a Jonathan à cette époque-là. T'as bien gros, tu sais, sur l'ordi à faire des pré-prod, des affaires de même, tu sais. Puis c'est super cool. Mais là, c'est à site, on pratique au local, puis on s'enregistre. Moi, quand je suis rentré dans Hopeless, on enregistrait nos jams avec un tape cassette. Mm-hmm. Okay? Donc la qualité, hein? On peut passer. On composait de même, tu sais, puis tu fais comme Calvaire. Comment qu'on arrivait à avoir ces idées-là, tu sais, et ainsi de suite. Puis là, ben, on a recommencé à composer, puis on fait la même affaire qu'on faisait en 2007, sauf qu'on s'enregistre avec nos cellulaires. Mm-hmm. Mais je trouve ça le fun, tu sais, on joue, on prend un break, on écoute nos affaires, puis là, tu pourrais faire, tu sais, on reste encore dans la même vibe, là, très old school, là, tu sais, puis je pense que, en tout cas, pour ma part, moi, je vais simplifier un peu mon jeu, mais on veut quand même rendre ça bien direct, bien franc, mais... Je pense que les nouvelles tunes, c'est vraiment, ça englobe vraiment, c'est quelqu'un qui nous connaît depuis les débuts, là, ça englobe vraiment, là, tous les styles que le groupe a touché à date, là. Super. Mais écoutez, les boys, on va vous suivre de proche, puis on va se voir en spectacle, c'est sûr. Donc, vous à la maison, Louis, Simon et Steve de Hopeless Nation. Donc, allez les voir en spectacle. C'est de l'énergie pure. Merci de nous avoir reçus. Yes. C'est déjà tout pour nous. Merci d'avoir été nôtres toute la saison. Je dis ça parce que c'est la dernière capsule qu'on enregistre pour cette saison-ci. Alors, un grand merci à Camille Baribeau pour son travail exceptionnel dans le montage et un grand merci aussi à Jessica Lalonde qui a cru dans ce projet un peu fou que de sillonner la Mauricie à la recherche de l'excellence dans l'underground musical de notre région. Donc, on se revoit en 2027. Écoutez, d'ici là, allez voir l'underground de votre région, les groupes, il y a des festivals, le Festivois, le Metal Gaspésian Fest, l'underground, il y en a plein. Alors, n'hésitez pas, on va sortir, on va non seulement encourager, mais écouter la super musique de notre patrimoine, de l'underground. Alors, merci à tous et on se revoit pour une autre capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground.